pas monopoliser la parole, mais je voudrais rebondir sur ta dernière remarque sur la notion de terrain. Pourquoi je ne pense pas que les psychologues expérimentaux utilisent la notion. C'est pour ça qu'en fait, elle est plus, comme je disais tout à l'heure, liée à nos disciplines de sociologie, anthropologie. Et faire référence d'ailleurs à ce propos, et rebondir aussi sur ce que tu as dit à un moment sur la puissance de légitimation du discours par la référence à l'instance du terrain. C'est aussi en fait quelque chose qui réfléchit en anthropologie sur l'autorité du terrain. Est-ce qu'un anthropologue qui n'a pas fait de terrain, qui fait de l'armchair anthropologie, est un anthropologue, etc. Et on a quand même des chercheurs qui aussi se posent cette question de on sait très bien qu'en fait il y a beaucoup, c'est une sorte de boîte noire quand même, le terrain. Qu'est-ce qui fait l'anthropologue? Il y a eu beaucoup d'histoires sur la découverte en réalité de ce qui s'était passé sur le terrain et puis ce qu'on a retrouvé ensuite analysé. Donc ça, moi je suis entièrement d'accord. Est-ce que, il ne faudrait pas que la philosophie tombe dans ce travers-là d'une sorte de mythe du terrain qui servirait uniquement à ça. Et ensuite, deuxièmement, c'est peut-être c'est pour faire le lien entre vos deux interventions, avec notamment la référence que tu faisais à Fox, à René Fox, donc qui a beaucoup travaillé ces questions-là. Et en fait, je trouve ta position extrêmement proche de celle de Fox sur la notion de formation, parce que au terrain, notamment parce que dans un texte qui s'appelle Observing Bioethics de 2008, Fox a dit bien ça. Sur votre diapo, il y avait comment la médecine a sauvé l'éthique. Ouais. Et en fait, il y a un texte d'un philosophe, je ne me souviens plus le nom, dans les années 90. C'était comment l'ethnographie a sauvé l'éthique. Donc on se sauve tous, les uns les autres. Et en fait, Fox, elle réagit à ça, elle dit, au fond, il y a des spécificités disciplinaires qui sont aussi à respecter. Et vraiment, moi c'est pour ça que je trouve que c'est un enjeu phénoménal, parce que le doigt tenter là de faire ce pont-là entre. Je trouve que c'est les textes de Fox de ce point de vue-là, je ne sais pas si tu les as en tête aussi, mais moi ça m'a fait penser. La question de la formation préalable, elle est importante. Si on va dans la voie études empiriques bien menées, méthodologiquement bien menées et tout. Moi, je ne l'ai pas fait et j'avais malgré tout des interrogations en termes de formation et des interrogations un peu éthiques. Moi, j'ai eu longtemps, alors j'avais le sentiment d'une nécessité de devoir y aller, il faudrait à un moment donné que je m'y colle, et très franchement, j'ai retardé le plus possible le moment d'y aller parce que j'étais en fait terrorisé à l'idée d'aller dans un service de gériatrie, de rencontrer des malades d'Alzheimer, dont je pensais qu'ils allaient avoir des comportements, des troubles de l'humeur et du comportement productif auxquels je ne saurais pas réagir. Si je ne vais jamais être capable psychologiquement d'interagir avec des proches de malades s'ils sont trop dans l'émotion. Et donc j'avais beaucoup de scrupules, et un peu comme Simone Veil, je ne voulais pas être un philosophe en vadrouille dans un EHPAD. Je le dis de l'usine, mais je ne voulais pas être un voyeur, je ne voulais pas être un curieux. Donc c'est longtemps posé pour moi la question de savoir à quelles conditions je pouvais y aller en n'étant pas anthropologue ou sociologue et n'étant pas médecin ou infirmier ou aide-soignante, quelle pourrait être ma position légitime. Et elle s'est trouvée à partir du moment où ça a été extrêmement cadré, c'est-à-dire les équipes m'ont présenté comme un philosophe, un chercheur en philo et pas comme un stagiaire, c'était toujours une blouse quand c'était pas nécessaire. Deux, on a toujours expliqué aux familles et aux malades pourquoi j'étais là. Et je me suis aperçu qu'eux n'étaient pas du tout étonnés qu'un philosophe puisse s'intéresser à Alzheimer. Ça leur semblait mais évident. Langage, mémoire, identité, vous voyez, tout un tas de questions philosophiques. Et par ailleurs, moi j'avais passé 2 ans quasiment à lire tout sur la biologie et la médecine de la maladie, donc j'ai le sentiment d'avoir un peu appris. Si j'avais eu besoin d'une formation, moi j'aurais eu besoin d'une formation pour interagir avec des malades dont j'avais une vision très fantasmatique du comportement, et même peut-être pour intervenir des moments dans les soins, j'aurais bien aidé quand je suivais j'aurais
bien aidé parce que je me sentais par moments complètement inutile, complètement et du coup perturbant par moments même la relation de soins me consortant. C'est plus une formation de ce type-là que moi j'aurais jugé utile à la fin. Une réaction de Catherine de Coeur. Moi je voulais réagir aussi sur ce thème-là et notamment parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont passés en master en doctorat et je vais partir aussi comme je dis comme ça un peu d'un point de vue biographique. La question de savoir est-ce que comme philosophe on a des compétences ou pas pour mener nos cours du terrain, quelle importance ça a, est-ce qu'il faut se former, est-ce que du coup il fallait faire un master en anthropologie, est-ce que un postdoc, est-ce que comment on a accès à ces méthodes-là, comment on les manœuvre, est-ce qu'on est légitime pour le faire, les questions d'éthique de la recherche, etc. Le défaut méthodologique de beaucoup de travaux philosophiques de terrain qui justement n'ont pas les méthodes et donc du coup quand on a les méthodes on voit aussi que ça pêche et qu'il faut pas aller dans les choses, toute cette problématique-là. Et donc moi j'ai été formée en faisant un travail avec une sociologue qui donc m'a formée pour faire ce travail de recherche sur le terrain. Et puis ensuite je me suis dit toute seule, est-ce que je peux continuer à faire toute seule comme philosophe, comme je suis formée mais pas avec le diplôme universitaire de géographie, de sociologie, etc., à faire du terrain, parce que j'en sais assez. Donc je me mets en tête de faire une analyse par une autre analyse du terrain, etc. En même temps, j'ai un cours avec des étudiants de Master 1 il y a 2 ans sur l'éthique appliquée et philosophie morale. Et puis, je discute avec une collègue à une conférence en anthropologie et en psychologie, non, pardon, pas en anthropologie, en psychologie sociale, c'est pas grave. Et je lui dis, mais écoute, moi je suis vraiment embêtée parce que je ne me sens pas très légitime de des méthodes, en tant que j'ai envie de faire avec les étudiants, etc. Comment je peux faire? Et elle me dit, mais écoute, fais-le. Il y a des textes, il y a des méthodes, etc. Et tu verras. D'accord, ok, donc j'emmène les étudiants dans cette aventure-là, lui et elle font du terrain. Et à la fin, il y avait une journée d'études à laquelle Martha était là, et puis plusieurs personnes, et ma collègue était là aussi. Et donc les étudiants ont présenté le résultat de leur travail de recherche. Et en expliquant comment ça a été compliqué de faire l'analyse des entretiens qui avaient été menés, comment est-ce que c'était officiel de difficulté, que c'était pas possible de catégoriser les personnes, que c'était, etc., etc. Et le retour après que j'ai eu de la collègue par rapport à qui j'avais des problèmes de justification méthodologique de ma pauvre posture de philosophe, elle m'a dit, mais écoute, il faudrait que vous veniez dans nos cours de master sur les questions de méthodologie et parce que la réflexivité des étudiants sur leur méthode, leur terrain, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils peuvent tirer comme résultat de leur analyse par rapport à ce qu'ils ont fait, etc. C'est un niveau d'exigence de réflexivité sur la méthode et sur ce qu'ils ont fait que nous, nos étudiants, ont du mal à avoir parce qu'ils ont plutôt tendance à se dire, ben voilà, il y a des outils qu'on va appliquer à différents terrains, etc. Et moins de réflexion justement sur la méthodologie. Et je trouve ça rejoint aussi des réflexions qu'on a beaucoup avec Julie, qui en a parlé tout à l'heure, de se dire, mais comme philosophe, en fait, comment on peut s'emparer de ces outils-là et comment on peut à chaque fois créer un outil, mais par rapport à des méthodes qui sont à la fois philosophiques et hors philosophique, psychologie, démographie, anthropologie, sociologie, etc., pour essayer, pour une question particulière, qui en général est plutôt une question philosophique, de trouver le rapport au terrain adéquat. Et je trouvais que le retour qui avait été fait était très intéressant parce que nous, peut-être philosophes, ne sont pas trop légitimes avec ces outils-là. Et en fait, le retour, ça peut être aussi à la fin de donner par rapport à ces outils-là aussi une réflexivité qui peut être intéressante. Voilà, donc on est partagé cette expérience. Et aussi pour dire du coup aux étudiants qui sont là qu'on peut y aller, quoi. Moi, je voulais juste appuyer parce que j'aurais voulu le dire, mais que je n'ai pas eu le temps. Et dans un livre très récent qui s'appelle Empirical Bias, et encore une fois, il
on met beaucoup l'accent aussi sur la nécessité d'être créatif méthodologiquement. Et ça, c'est pas les sociologues, les philosophes, c'est-à-dire que selon la question, on se pose plein de questions différentes finalement quand on va sur le terrain. Et selon la question qu'on se pose, en fait, on va mettre en place une méthode. Alors, il n'y a pas une méthode qui est bonne, mais par contre, il y en a plusieurs. En revanche, sur la même, il y a une façon plus ou moins bonne de la. Voilà, il faut quand même réfléchir beaucoup pour essayer de l'affiner. Mais il faut pas moi je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas se bloquer tout de suite en disant voilà, il y en a 3, hein, il y a les focus group, comment on fait? On fait ça, ça. Les créativité, comment on fait? Et parce que d'ailleurs là, moi aussi je me suis plongée, mais il y en a plein. Et donc, il y a en réalité, quand on regarde un peu de près, il y a plein d'approches différentes, même et chacune avec des sous, etc. Et donc je pense que c'est très important de ne pas perdre de vue le fait que, surtout la méthode, il faut qu'elle soit bien adaptée à l'objet, au but qu'on va se donner pour aller sur le terrain, être un peu créatif aussi, et peut-être échanger entre nous, c'est ça qui est bien. Aussi pouvoir dire un espace, moi j'aimerais beaucoup un espace où on se dit, tiens moi j'ai cette question-là, comment tu penses que je peux l'explorer, par quelle méthode, vraiment un groupe de travail méthodologique, et pas méthode avec le grand thème, mais des sous-questions, des procédures, et ceci et cela, c'est important. Les belles sociétés. Il y a quelqu'un au fond qui peut-être la parole. Oui, c'est une question autour du lien entre expérience et terrain, lié notamment à des remarques qui ont été faites ce matin, est-ce qu'on peut être le terrain de soi-même, et à une intervention dans laquelle finalement tu as mis fortement à distance la question de l'expérience en disant je ne suis pas compétent pour faire des entretiens avec des personnes malades et proches, ou inversement, quand je suis sollicité pour des auditions en CCLE ou pour des politiques publiques, là j'ai une casquette de citoyen, c'est-à-dire que la compétence philosophique est mise entre parenthèses dans ces moments, et pour autant on sent bien que la notion d'expérience est centrale dans la manière dont tu t'es constitué un parcours de philosophe impliqué. Tu as commencé par là, hein, pour nous raconter, tu évoques beaucoup effectivement la part expérientielle du lien avec ton environnement, avec le besoin de s'immerger dans des milieux. Donc voilà, comme question plus générale, qu'est-ce qui vient de l'expérience en tant que philosophe, et en quoi le terrain se distingue de l'expérience? Est-ce que l'expérience peut être un terrain? Alors je ne mets pas du tout, quand je vais participer à l'élaboration de politique publique par exemple, je ne mets pas du tout entre parenthèses ma formation de philosophe, c'est même à ce titre-là que je suis convoqué. Donc c'est un peu, ça me légitime pour y aller. Mais je crois qu'il n'y a aucune raison d'y voir quelque nouveauté que ce soit et de se déclarer philosophe de terrain pour y aller. On est philosophe tout court quand on y est. On n'est pas philosophe de terrain. Philosophe tout court, comme un sociologue y va, comme un juriste y va, comme un médecin y va. Pour moi, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est philosophique, mais ça ne relève pas une qualification nouvelle. Voilà, ça me semble... Le nombre de philosophes qui ont participé aux travaux gouvernementaux aux États-Unis sur différents sujets depuis toute la deuxième moitié du XXe siècle, ça fait partie de l'activité philosophique de base. C'est un devoir qu'on doit rendre à la société en global. Alors sur l'article, sur le terrain, moi je pense que c'est important, c'est pas la voie que j'ai prise. Il y a une histoire aussi, je peux pas refaire le film, peut-être que ça aurait fait un autre travail, je pense que d'autres l'empruntent.
je me sens pas compétent, j'ai pas trouvé le moment où j'allais m'y former, je sais que d'autres l'ont fait, j'admire le fait qu'ils l'ont fait, ça fait deux styles de philosophie différents. Voilà. Moi, mon message principal est la société a besoin de vous, de nous, en tant que philosophes. Il faut y aller sur ces questions. C'est pas du journalisme des traités, c'est des vrais sujets. Et il y a une attente sociale très forte. Et maintenant, je comprends pourquoi je parlais de Deleuze et de la Lune. C'est que j'ai jamais le sentiment de m'être perdu et dans pourquoi je m'en fous complètement de la prouesse technologique, etc. Je me suis absolument l'aventure spirituelle, on l'a en allant dans ces arrière-cuisines, dans les EHPAD, on l'a parce que même en reprenant la question des médecins au départ, est-ce qu'on doit annoncer le diagnostic, à qui, comment, etc. Comment on respecte une autonomie fragilisée par la maladie, vous retrouvez au bout du chemin de la vraie philosophie, une vraie aventure spirituelle ou intellectuelle, réelle. Donc c'est ça le message. Moi, ça ne m'a pas emmené du côté d'un terrain élaboré, construit par une discipline ou par une autre, ça aurait pu. Mais voilà, donc sur le rapport expérience-terrain, je peux peut-être dire où j'ai envie d'aller maintenant. Je pense que moi, les choses participatives m'intéressent beaucoup. On a fait des groupes d'expression avec la Fondation Médéric Alzheimer, on a fait s'exprimer des personnes malades, pas seulement sur ce qu'elles ressentaient, sur leurs difficultés, mais sur ce qu'elles voulaient, ce qu'elles souhaitaient, comment elles jugeaient les services, quelles attentes ou quels souhaits elles avaient vis-à-vis de la société. Moi, j'ai très envie de faire un exercice philosophique avec elles. Quand on a vu comment structurer, même des gens qui ont des troubles cognitifs, très âgés, des troubles cognitifs qui les empêchent déjà leur autonomie, peuvent continuer à avoir une pensée quand il y a un étayage du groupe, d'un psychologue qui sait faire. J'ai très envie, moi, d'y aller maintenant comme philosophe et d'utiliser ce matériau parce qu'il pose des questions philosophiques, il se pose des questions sur la mort, sur leur identité, sur les liens familiaux, et j'ai envie de pas court-circuiter complètement cette manière de faire, ce qui me rapprocherait plus de choses très élaborées qui existent sur d'autres pathologies. Je ne sais pas si vous connaissez le collectif Ding Dang Dong sur la maladie de Huntington. C'est de l'Institut de coproduction de savoir, des sciences humaines et sociales, des malades, des philosophes. Et moi, voilà, c'est ce genre d'aventure-là qui m'intéresse, spirituelle et humaine qui m'intéresse maintenant. Mon itinéraire fait que c'est pas passé par le travail et le terrain, voilà, que ça reste de l'expérience. Mais voilà, c'est comme ça. Oui, rapidement, une dernière question avant de s'arrêter pour le déjeuner. Oui, juste pour dire, c'est plutôt une double remarque. D'une part, pour dire que les modalités de rapport au terrain sont extrêmement diversifiées. C'est clair, elles sont diversifiées aussi au sein même des sciences humaines. Et au sein même de la socio, au sein même de l'anthropo, il y a même des conflits sur ces questions-là, donc il n'y a pas de raison qu'elles soient unifiées au niveau philosophique. Et les modalités du rapport à l'expérience aussi, parce que justement à propos de Alzheimer, je pensais au travail de Catherine Malabou, qui a eu un parcours très intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire, elle est partie d'une expérience existentielle, c'est juste sa grand-mère qui se tape un Alzheimer. Et pour elle, c'est vraiment la catastrophe totale, c'est-à-dire, elle ne sait plus à qui elle s'adresse, alors que c'est quelqu'un qu'elle adorait. Donc elle parle de ça. Et à partir de là, elle interroge ce sur quoi elle était en train de travailler. À ce moment-là, elle travaillait sur les questions esthétiques. Et elle travaillait sur la plasticité. Et elle avait travaillé sur la plasticité à partir de Hegel. Et à partir de ce questionnement esthétique très hegelien sur la plasticité, elle en vient à interroger effectivement la plasticité cérébrale et ce qui est en fait le rapport âme-corps et les interactions qui s'y livrent et la déstructuration de l'identité. Donc il y a là quelque chose, je trouve, voilà ça, un exemple. Et à partir de là, elle s'est mise à interroger le rapport à la neurobiologie et elle a pondu ensuite un autre bouquin sur ce rapport à la neurobiologie. Donc, c'est tout un parcours intellectuel et je pense que dans la discipline de la philo, la discipline qu'on exerce se prête à ce type de parcours intellectuel, très, très arborescent, quoi, finalement. Et puis le deuxième point, c'est par rapport à la question que vous disiez tout à l'heure, oui, mais on a besoin de philosophes, et puis finalement ils ne viennent pas, ils ne se proposent pas, donc en gros c'est pour leur pomme, quoi. Mais en fait, je pense que ça pose. Mais je pense qu'en fait, ça pose une question beaucoup plus complexe et qui est une question gramscienne. C'est quand Gramsci fait la distinction
entre intellectuel organique et intellectuel critique. Et donc, il y a un vrai questionnement à se poser par rapport à ça, des vraies problématiques, c'est-à-dire à quoi va pouvoir être utilisé le travail qu'on fait, est-ce qu'on va pouvoir y mettre la distance qu'on souhaite y mettre par rapport aux politiques publiques, etc., etc. Et ensuite, ça pose évidemment la question du financement des politiques publiques. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, il y a des anthropologues qui cherchent à mener une ANR qui puisse être une ANR critique, et ils ne parviennent pas à avoir du financement. Et d'autres, au contraire, ont très vite du financement parce qu'ils n'ont pas affiché cette détermination-là. Donc, je crois que c'est beaucoup plus complexe que ça, et que en partant de la question gramscienne et puis de la question foucaldienne, il pose aussi la question de la différence entre intellectuel universel et intellectuel spécifique. Je crois qu'on peut aussi engager un questionnement, et Foucault lui-même a engagé ces questionnements dans un rapport très ambivalent à l'institution, en étant au Collège de France et en même temps en créant le GIP, qui était véritablement là une association. Voilà. Donc, il me semble que ces questions-là doivent aussi se poser à nous par rapport à l'instrumentalisation possible de notre travail. Alors, sur vos deux points, ma préférence philosophique personnelle va à l'analyse de Pierre Pachet de la maladie de sa mère, où je me retrouve plus philosophiquement que dans l'analyse de Catherine Malabou, que j'ai comme enseignante, que j'aime énormément, mais dans l'analyse qu'elle a donnée. Mais il y a différentes manières de tisser de la philosophie, de l'expérience. Sur les intellectuels organiques et critiques, je veux bien, sauf à admettre que tous les sociologues, tous les psychologues, tous les juristes qu'on finance sont des intellectuels organiques et qui font des recherches ancillaires par rapport à ce que voudraient les pouvoirs publics ou les institutions privées qui les financent. Je pense que c'est pas... moi, je la vois de manière récurrente, cette idée de ce questionnement de discipline académique qui se rapproche, surtout quand il y a des financements. Je peux vous assurer que les fondations reconnues d'utilité publique que nous sommes, ou que l'ANR juge pas... ne favorise pas les intellectuels organiques, sans quoi c'est assez de discrédit sur toutes les disciplines qui arrivent à avoir des financements dans ces domaines-là, sur ces sujets très concrets. Donc moi, c'est pas tant pis pour eux du tout. On a besoin de vous, venez. Et c'est important d'être présent, et vous pourrez mener une réflexion critique sur des politiques publiques, sur la façon dont le problème Alzheimer ou d'autres phénomènes de société ont été abordés. Je ne crois pas que dans l'allocation actuelle démocratique et de la démocratie de la recherche qui existe, on ait une valorisation excessive de ce que vous avez appelé l'intellectuel organique. Mais je l'ai lu. Je n'en partage pas toutes les conclusions, mais oui. Merci.